Juste en introduction, vous a pas échappé, c'est comment faire que l'innovation en santé avance et avance vite, et comment faire que les professionnels de santé qui ont des besoins et sont des utilisateurs, oui, que les professionnels de santé qui sont des utilisateurs et les patients aussi, et toutes les personnes du médico-social, puissent se croiser un jour ou l'autre. Alors, on va parler d'innovation. Évidemment, innover, c'est peut-être pas le plus compliqué. Le passage à l'échelle, c'est important. Et on voit que les entreprises ont besoin pour ça de plein de choses. Donc d'avoir des idées, bien sûr, mais après d'avoir des équipes pour les aider à avancer, et à se structurer, à passer à l'échelle, mais également aussi avoir des terrains d'expérimentation. Et c'est pas forcément évident. Et quelquefois aussi à trouver des fonds. Donc on va débattre de toutes ces problématiques. Donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir donc 6 personnes, dont une personne qui est à distance, donc qui vont se présenter. Je cite juste leur nom. Donc Marie-Laure Saillard, Dominique Pont, Jean-Christophe Zerbini, Cédric Georgi, Yann Micheli. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié Nicolas Delaporte. Donc, si vous voulez bien, on va faire cette table ronde avec 3 moments importants. D'abord, une présentation en 3 minutes. Vous allez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos contributions, si vous en êtes d'accord, à l'avancée du numérique en santé en France. Et ensuite, on ouvrira le débat avec une série de 2 tours de questions-réponses, si vous en êtes d'accord. Donc, je propose à Marie-Laure de se présenter, si elle veut bien. Marie-Laure, vous avez 3 minutes. Donc, il y a un petit différé. Les plaisirs de la technique. Donc, Marie-Laure ne nous répond pas. Donc, Monsieur Delaporte, si vous voulez bien, c'est vous qui allez... Ah, pardon. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde ce matin. Je suis Marie-Laure Saillard, je suis CEO de Mes Docteurs. Mes Docteurs, c'est une entreprise créée près de Marseille en 2015, une entreprise qui développe des services technologiques innovants sur les usages de la télésanté, télémédecine, téléconsultation médicale à destination des professionnels de santé pour simplifier leur gestion de patientèle et optimiser leur temps médical, et également centré patient avec un fort objectif d'impact sur l'accès aux soins pour l'ensemble des patients. Donc Nicolas Delaporte, directeur du système d'information et de l'organisation au CHU de Toulouse. Je suis administrateur aussi du grade Occitanie. Et optimiser leur temps médical et également centré patient Hein. avec un fort objectif d'impact sur l'accès. Bon, là, ça va pas le faire. Nicolas, troisième prise. Je ne vais pas répéter. Attention, c'est la bonne. Vous êtes sûr? Ah oui, oui, absolument. Bon. Donc je ne vais pas revenir. Hein. L'objectif au sein du CHU, c'est de développer forcément le numérique au bénéfice des patients, des usages soignants, et donc avec une vraie dimension médicale et recherche universitaire. Au sein du grade, c'est aussi de faire une liaison forte avec ce qui est poussé
au sens du régional, territorial, parce que c'est vraiment là où il faut qu'on accélère les choses. Et puis nationalement, avec la NAP, notre objectif, c'est de pouvoir produire des doctrines, des documents qui peuvent aider les établissements de santé, les établissements médico-sanitaires à aller plus loin dans le numérique et dans l'usage du numérique dans les établissements. Voilà en quelques mots. Jean-Christophe, est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît ? Bonjour à tous, Jean-Christophe Zerbini. Alors je pense qu'on vous a un peu perdu avec le groupement, le GRAD, le GIP. Enfin, il faut que tu nous clarifies la situation. Voilà, juste en 2 mots que vous compreniez, le groupement, le GIP, le GRAD, c'est pareil. GRAD, ça veut dire groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. En fait, on est une structure qui est donc publique, dont j'ai la direction et où M. Evrard a fait l'introduction tout à l'heure, représentant du conseil d'administration. Et notre objectif à nous, c'est de mettre un réflexe dans la tête de tous les professionnels de la région. Et ce réflexe, il est quoi ? Il est basé sur le numérique, en se disant si dans leur quotidien, l'ensemble des professionnels pensent au numérique à chaque fois qu'ils ont une action à faire, qu'ils ont un patient à prendre en charge, un patient à accompagner, un résident à placer, un suivi de pathologie. Dès que le numérique est un réflexe pour eux, là, on aura atteint notre mission. Alors effectivement, certains ont déjà des outils, d'autres n'en ont pas. Donc quand ils n'ont pas d'outils, outils au sens informatique du terme, bien sûr, notre objectif, c'est effectivement leur fournir un environnement collaboratif pour qu'ils puissent travailler avec l'outil numérique au quotidien. Ça, c'est notre mission première. Et bien sûr, elle est dictée par des politiques qui sont des politiques régionales, mais aussi des politiques nationales où Dominique, tout à l'heure, a pu faire une introduction qui donne envie, parce qu'on voit qu'il y a ce moment excitant qu'on est tous en train de vivre, ce moment où finalement... on voit qu'il y a du changement, on voit que si on reste assis à rien faire, il ne va rien se passer, quoi. Donc il faut y aller. Il faut y aller et on a la place pour y aller. Et la place pour y aller, c'est justement de décliner en région ces politiques, ces directives, cette direction qu'il faut qu'on prenne ensemble pour accompagner l'écosystème que vous pouvez aussi représenter, l'écosystème d'éditeurs privés, et donc voir avec le terrain comment on peut faire la promotion du numérique, de l'e-santé chez les professionnels, donc sanitaires, médico-social et social. On va y revenir longuement. À côté de toi, Dominique Pont, on ne va pas lui demander de se représenter parce qu'il l'a fait tout à l'heure. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est le patron de la transformation numérique française. Il est attaché au ministre de la Santé. Moi, j'avais une question pour commencer en guise de présentation. Il y a 18 mois, mais pourquoi tu as dit oui ? Parce que l'e-santé en France, c'est 20 ans. Moi, je suis peut-être un des plus âgés dans la salle. L'e-santé, on milite depuis 20 ans. Ça n'a jamais avancé aussi vite. Mais moi, j'avais quand même envie de te demander pourquoi tu as dit oui. Il y a un truc hyper ringard et romantique, c'est que moi, j'adore mon pays, quoi. Aussi bête que ça, j'ai envie d'aider mon pays. C'est un peu con, hein, mais c'est comme ça. Et puis l'autre truc, c'est que pour moi, le numérique, c'est une révolution qui est comme l'imprimerie au XVIIIe siècle. Et on a la chance de vivre à l'époque d'une transformation fantastique. Et l'imprimerie au XVIIIe siècle, ça a servi à l'émancipation citoyenne, pour la lecture, pour la connaissance, la diffusion de la connaissance. Et c'est exactement la même chose. Et ce qui me révolte depuis le départ du numérique, c'est qu'aujourd'hui, c'est dominé par une vision libérale, libertaire à l'américaine ou coercitive et liberticide à la chinoise. Mais nous, on ne se saisit pas de ça. Et donc moi, je connais cette petite niche du numérique en santé parce que ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Et sur cette niche-là, je voudrais porter, du mieux que je peux en tout cas, cette vision comme l'imprimerie au XVIIIe siècle qui porte des valeurs humanistes. Et voilà, donc c'est juste pour aider en fait, aussi bête que ça. Merci. Cédric, à toi. Alors moi, j'ai 8 mois d'historique en e-santé, histoire de montrer un peu la différence. J'ai pas 20 ans. Par contre, j'ai 15 ans d'historique dans le secteur des startups, donc du privé. Donc je représente aujourd'hui Caduceo, qui est une startup toulousaine qui en fait existe depuis 2014. On est spécialisé dans les données de santé. On édite des solutions de suivi de parcours de soins dans le secteur hospitalier. Startup fondée par Mathieu Hortala, qui en est à sa deuxième ou troisième vie, puisque pendant 5 ans, on est resté tout petit, très invisible et très spécialisé. Et depuis 1 an, on est en croissance, d'où le fait d'avoir rejoint. Donc on est 15 aujourd'hui et on aide donc les hôpitaux à modestement essayer d'y voir plus clair avec leurs données dans cette logique parcours. Donc on dit parcours, c'est identifié sur certaines aires thérapeutiques
quelle va être par exemple la durée de parcours, la typologie de parcours sur la PMA par exemple, comprendre quels sont les parcours à favoriser sur la chirurgie bariatrique, donc de l'obésité, quel va être le risque d'abandon pendant le parcours pour anticiper un rendez-vous en plus ou donc une consultation ou rajouter un moment avec un psychologue. Donc nous, on ne fait que l'analyse de données, on n'a pas de médecin, on essaie juste de présenter du mieux possible ces données et donc apporter de l'intelligence là où on peut avec les hôpitaux, donc avec le public. Et donc à cette croisée des chemins, représentant French Tech Toulouse ici aujourd'hui, puisque j'ai cette historique-là, et donc ravi de partager sur ce lien entre start-up et secteur de la santé, qu'il soit public ou privé, mais au global, et quand même très en lien avec cette volonté de souveraineté numérique et de vision. Et c'est un peu la réponse que j'ai donnée aussi quand on m'a dit tu as été dans le mobile, tu as été dans le web social, j'étais chez Sigfox pendant 5 ans dans l'IoT. Qu'est-ce que tu vas faire dans la santé où c'est compliqué, on en parlera, c'est pas si facile que ça, c'est compliqué, il y a des acteurs différents. Ben justement parce que si on n'essaie pas de faire quelque chose, on se retrouvera dans quelques années et on dira zut, j'ai préféré aller faire une plateforme d'optimisation de la publicité, mais aujourd'hui mon système santé est aux mains des GAFA. Donc voilà. Merci. La vision. On va en reparler tout de suite après. Yann, à vous. Oui, bonjour. Donc Yann Michely, moi je représente la société Kiomedinov. Nous sommes basés à Montpellier et notre spécialité depuis maintenant 2014, c'est d'accompagner justement les porteurs de projets en santé numérique et connectée. Donc qu'est-ce que l'on fait pour eux? On replace très souvent l'utilisateur final, ça peut être le patient, mais ça peut être aussi les médecins, d'abord comme priorité de leur projet. Le numérique est pour nous un outil qui doit faciliter les choses et on va travailler en fait sur l'usage. Est-ce que le produit est acceptable par les futurs utilisateurs? Est-ce qu'il est utilisable? Et s'il l'est, est-ce qu'on peut l'améliorer? On va ensuite travailler sur la phase d'évaluation. On est ce qu'on appelle une CRO, donc on va faire les évaluations cliniques comme quoi le produit est sécuritaire, comme quoi il respecte les normes, et on va pouvoir accompagner comme ça les porteurs de projets jusqu'à les normes CE par exemple, ou les remboursements. Et puis on a un troisième pôle qui lui va travailler sur la donnée et sur qu'est-ce qu'on fait de la donnée. Et j'aime beaucoup vos remarques sur l'éthique, c'est qu'aujourd'hui, le numérique peut générer énormément de données. Nous, ce qu'on s'aperçoit, en tout cas sur les porteurs que l'on accompagne, c'est qu'ils n'en font pas forcément grand-chose. C'est-à-dire qu'ils vont faire une accumulation de données, ils vont donner ce qu'on va appeler des données brutes à des gens, mais ils ne vont pas travailler jusqu'au bout le modèle de leurs données et exactement quel service ces données doivent rendre pour eux ou pour les futurs utilisateurs. Donc là, depuis 2014, on fait partie des investissements d'avenir au niveau gouvernemental et on essaye de tisser des liens justement entre les sociétés, les réseaux hospitaliers, les EHPAD, les médecins, parce qu'on a besoin, on va dire, de ce réseau-là pour faire tester le plus rapidement possible ces innovations et avant même qu'elles soient terminées, avant même parfois qu'il y ait des prototypes, on amène parfois des innovations ou plutôt à ce moment-là des inventions sous format papier. On les amène directement sur le marché pour dire ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Comment est-ce que vous pouvez le voir? Quel modèle économique potentiellement il pourrait y avoir? Et du coup, on essaye comme ça d'accélérer l'accès au marché en diminuant les coûts de R&D qui sont très importants dans le domaine de la santé. Ok, merci beaucoup. Donc on va passer à une première série de questions. Donc aujourd'hui, de l'avantage, on a un représentant national qui est là et on a évidemment les représentants de la région et on va voir comment tout ça peut matcher ensemble. Dominique, mes deux premières questions sont pour toi. Évidemment, on connaît tous la maison numérique. Donc moi, j'avais une première question, c'est où est-ce qu'on en est de la construction, puisqu'il y a les sous-bassements, tu vas nous le redire mieux que moi rapidement, jusqu'au toit avec le Health Data Hub. Donc où est-ce qu'on en est de la construction de la maison? Et ensuite, moi, je trouve que le national met en œuvre quelque chose de majeur qui est Genius. Et donc ça, je voudrais bien que tu nous en dises deux mots. Et on reviendra sur la deuxième série, pour pas qu'on coupe le débat tout de suite, sur l'outil convergence et la partie référencement. Donc est-ce que tu peux nous faire une avancée de la maison et tout ce que la délégation du numérique en santé est en train de créer au sein de Genius pour les entreprises? Alors, de façon très concrète, ce qu'on disait tout à l'heure, la maison, donc les fondations de la maison, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le code d'urbanisme et les routes, les ponts, le tout à l'égout numérique en quelque sorte, c'est-à-dire les communs numériques. Tous les référentiels maintenant sont réécrits dans le cadre d'une doctrine technique nationale publiée et qui prochainement dans la loi va être rendue opposable.
c'est-à-dire que l'application de ces règles de sécurité et d'interopérabilité dans les systèmes de santé va devenir opposable, c'est-à-dire que ça sera obligatoire. J'avais expliqué, je fais le tour de France pour expliquer qu'il fallait le faire. Maintenant, on y va et on va conditionner des financements et on va être plus dirigiste par rapport à ça. Ensuite, au-dessus des référentiels, c'est-à-dire des textes, des principes techniques, etc., les briques, on va dire, qui correspondent aux routes et aux ponts, c'est-à-dire l'identifiant national de santé. Donc ça a avancé, on l'a inscrit dans la loi fin 2019, le premier téléservice de récupération de l'identifiant national de santé par des industriels et en ligne. On est en train de déployer avec l'assurance maladie la version qui permettra maintenant de pouvoir vérifier qu'on a le bon identifiant numérique de santé. On a mis en place une brique technologique qui permet aussi de se connecter de façon sécurisée dans les logiciels de santé pour les professionnels qui s'appelle ProSanté Connect. Le truc a été développé, il commence à être intégré par pas mal d'industriels et le Ségur de la santé, c'est-à-dire l'argent qui est consacré pour l'accélération, on va se débrouiller pour que ça soit déployé massivement en France dans les prochains 18 mois. Donc ça, c'est une brique technique qui existe. Les autres briques majeures, messagerie sécurisée de santé, ça se déploie à grande échelle, y compris dans le secteur médico-social. Et on est en train de faire un POC, une expérimentation dans un territoire pour faire le lien avec des citoyens autour d'une messagerie sécurisée de santé. Et ça sera ouvert pour tous les citoyens français, comme je le disais tout à l'heure, au 1er janvier 2022. Enfin, la partie, on va dire, dossier médical partagé qui va être intégrée dans une vision plus large qui est un espace numérique de santé. Ça, en gros, le cahier des charges a été validé cette semaine. Le titulaire du marché, l'industriel qui va le porter, sera désigné mi-novembre et il aura 6 mois pour faire une première expérimentation à peu près avec 3 millions de Français pour une généralisation en janvier 2022. Donc ça avance de façon majeure et moi je vais vous le dire un petit peu avec le cœur, je ne connaissais pas du tout les fonctionnaires, je viens du privé, donc avec une culture entrepreneuriale. Je peux vous dire que les fonctionnaires, ils bossent largement autant que dans le privé et ils sont largement aussi motivés et déter. Voilà, je voulais vous le dire parce que les gens, souvent, ils bâchent les fonctionnaires et moi, je voulais le dire, ça. Donc, on rebondit sur Genius parce qu'on se rend compte que quand on est industriel, le parcours financier qu'on appelle de l'ingénierie financière, et je pense que ce n'est pas un mot vain, mais aussi toute la partie juridique dans la santé, c'est compliqué. Donc Genius va être lancé là. Je crois que tout le monde a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Ça va apporter beaucoup. Dominique, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'un industriel pourra trouver dans Genius ? En gros, c'est l'idée que c'est incroyablement compliqué pour un start-upper qui démarre dans la santé pourrait comprendre quelque chose dans ce gloubi-boulga de trucs juridicaux, de possibilités de financement, où sont les règles techniques, on ne comprend rien du tout. Et l'État, franchement, n'est pas super bon pour rendre lisible la complexité de la technocratie française. Donc l'idée de Genius, c'est un truc qui a été porté en allant sur le terrain. On a fait bosser des clusters, on a fait bosser des gens de terrain, des start-uppers, des incubateurs en disant « vous auriez besoin qu'on construise quoi ?» Ils ont designé un site qui permet d'accéder à de l'information rendue pédagogique pour comprendre quelles sont les doctrines techniques, où sont les sources de financement, qui sont les différents interlocuteurs qui peuvent trouver au niveau étatique, quelles sont les règles, quelles sont les roadmaps possibles, qui doivent contacter concrètement quand ils ont une galère technique. En fait, tout ça, c'était complètement opaque et là, on veut le rendre totalement transparent et on va faire un lancement avec tout un tas d'acteurs. La Haute Autorité de Santé accepte de jouer le jeu, la NSM joue le jeu, la BPI joue le jeu, pour qu'en fait, on ait un portail qui permette à tous les clusters territoriaux en fait, de pouvoir se référencer à un endroit où il y a une clarté de l'information et ça sera lancé officiellement dans une quinzaine de jours. Ok. Avant de passer la parole à Marie-Laure, et avant qu'on oublie, il y a un appel à projet 3.0 pour le médico-social. Je trouve que c'est une avancée formidable. Tu peux nous en dire juste 2 mots ? En gros, au-delà de fabriquer les routes, les ponts, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'infrastructure lourde et pas sexy, on voulait aussi garder une partie des financements pour de l'appel à projet sur de l'innovation pure. Donc il va y avoir à peu près tous les 6 mois de l'argent et donc des appels à projets nationaux où pourront candidater des start-upers, des professionnels de santé, des établissements. Et on trouvait bien de démarrer de façon symbolique en disant l'innovation, elle peut se passer aussi dans le secteur médico-social et c'est par eux qu'on va commencer, dans les EHPAD, dans les établissements pour personnes handicapées. Et le premier appel à projet avec de l'argent à la clé va être lancé en novembre de façon officielle. On va retenir, 5-6 projets innovants en matière de numérique en santé. Ça serait trop kiffant qu'on ait un truc sexy dans une EHPAD en période Covid, ça serait génial ça. Bien d'accord.
Du coup, on va peut-être poser une question à Marie-Laure. On avait un peu préparé, donc normalement, elle est au courant puisqu'elle ne m'entend pas. La question que j'avais envie de lui poser, on a tous vécu, évidemment, en tant que fabricant et utilisateur, la période Covid. Donc, pour elle, comment ça s'est passé? Où est-ce qu'elle en est maintenant? Et comment est-ce qu'elle pourrait nous décrire le fait qu'on ait pu faire matcher les besoins et les offres? Prendre une seconde de réflexion. Comme ça vous permet de réfléchir. Qu'elle pourrait nous décrire le fait qu'on ait pu faire matcher les besoins et les offres. On va se garder un temps de questions pour tout à l'heure. Ben, écoutez, peut-être qu'en attendant... Donc sur cette question, vous m'entendez? Oui, mais bien sûr. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Juste prendre une seconde de réflexion. Comme ça vous permet de réfléchir. Qu'elle pourrait nous décrire le fait qu'on ait pu faire matcher les besoins et les offres. On va se garder un temps de questions pour tout à l'heure. Ben, écoutez, peut-être qu'en attendant... Donc sur cette question, vous m'entendez? Oui, mais bien sûr. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Juste prendre une seconde de réflexion. Comme ça vous permet de réfléchir. Qu'elle pourrait nous décrire le fait qu'on ait pu faire matcher les besoins et les offres. On va se garder un temps de questions pour tout à l'heure. Ben, écoutez, peut-être qu'en attendant... Donc sur cette question, vous m'entendez? Oui, mais bien sûr. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Juste prendre une seconde de réflexion. Comme ça vous permet de réfléchir. Qu'elle pourrait nous décrire le fait qu'on ait pu faire matcher les besoins et les offres. On va se garder un temps de questions pour tout à l'heure. Ben, écoutez, peut-être qu'en attendant... Donc sur cette question, vous m'entendez? Oui, mais bien sûr. Mais... Vous étiez, entre guillemets... Je vais couper. Je vais couper exprès. Je vais couper. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Oui, donc vous étiez, entre guillemets, au centre de la crise en tant que DSIO de CHU. Il y avait des besoins immenses pendant le Covid. Il y a eu des offres aussi importantes. Comment est-ce que vous avez fait pour arbitrer tout ça, piloter tout ça et faire qu'à un moment donné, les industriels et vos besoins se retrouvent et que vous puissiez cadrer tout ça? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots aussi sur l'initiative nationale de référencement de solutions, choses comme ça? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Tout à fait. Donc effectivement, la crise Covid a été un véritable séisme. Il a fallu se préparer, il a fallu faire des choix. Tout d'abord, technique pour répondre à des besoins de prise en soin qui sont forcément quelque peu dégradés quand on est obligé de déprogrammer, quand on est obligé de faire de la téléconsultation. Il faut se mettre en ordre de marche. On a eu une accélération, une véritable accélération, un projet qui pourrait mettre 3 ans ou 3 mois en accéléré, et c'est fait en 1 semaine. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est le côté un peu, je ne vais pas dire positif, on ne peut pas dire comme ça, mais le côté qui a amené une accélération formidable. Ensuite, plus globalement, et au-delà de la crise Covid, on a structuré dans notre CHU 2 organes pour pouvoir réguler les choses. Tout d'abord, l'INOFPOL. Je pense que ça, c'est une formidable initiative. C'est une structure qui permet de mettre en relation les industriels de l'innovation, la recherche, les acteurs académiques pour des besoins de santé, pour des besoins de prise en soin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est difficile de s'y retrouver dans le monde de la santé, c'est difficile de rentrer dans les codes. Et bien cette structure-là, elle est là pour faciliter les choses. D'abord par l'évaluation de l'usage technique ou numérique, et puis aussi par l'évaluation de l'usage dans la dimension santé ou la dimension recherche. Donc c'est vraiment une structure qui va permettre de préparer des démarches d'innovation avec les startups, avec les industriels, pour répondre aux besoins des établissements de santé à terme si la solution émerge. Deuxième structure qui a été la facilitatrice et qui est plus opérationnelle et qui est connectée finalement à l'INOFPOL, c'est une unité médicale transverse de télésanté. Cette unité médicale est surtout constituée de soignants, de médecins qui portent l'usage de télésanté dans l'établissement pour répondre à une offre de soins, mais aussi répondre à une démultiplication de cette dimension e-santé. C'était vraiment, là aussi, un facteur démultipliant de l'appropriation des outils et de la réponse qu'on pouvait faire dans un besoin de prise en soin dans un contexte Covid.
Donc c'est vraiment deux structures au sein du CHU qui ont été des structures accélérantes et qui se connectent, pour moi, très fortement, au régional, parce qu'on a eu à s'appuyer sur les usages du GRAD et sur la proposition d'outils du GRAD, mais aussi au national, parce que quelque part, on est dans cette doctrine et on veut, je dirais, l'incarner ou l'intégrer. Et ça me fait faire un lien direct avec la dimension du cadre d'interopérabilité, de l'INS, qui sont pour nous des attendus, en fait. Effectivement, il y a longtemps qu'on attend cette structuration et elle va être vraiment favorisatrice pour implémenter des outils qui répondent particulièrement bien aux usages et aux besoins de prise en charge, mais aussi à l'intégration dans une dimension, on parlait un peu techniquement tout à l'heure, d'urbanisation du SI. Le cadre d'interopérabilité, c'est vraiment quelque chose de formidable. La souffrance même des DSI de santé, c'est de faire que les outils puissent être intégrés, interopérables dans les établissements. C'était déjà très complexe, mais aussi sur son territoire. On voit bien que la dimension de la crise, mais même au-delà de la crise, c'était quelque chose qui était très inscrit de territorialiser le soin. On était quasiment très éloigné, où il fallait produire des efforts conséquents et souvent régionalisés plutôt que nationalisés. Donc là, on a vraiment une opportunité qu'on saisit, sur laquelle on est en véritable intégrateur pour pouvoir répondre à ces dispositifs. OK. On reviendra tout à l'heure sur l'interopérabilité avec Jean-Christophe, parce qu'évidemment, ça pourrait paraître juste des mots dans la bouche des gens ou des vœux pieux, mais en tout cas, aujourd'hui, ça avance beaucoup. Jean-Christophe, après, tout à l'heure, tu nous feras le lien avec le national, le régional. Mais avant, je voulais céder la parole à Cédric. Cédric, tu nous as dit que tu étais arrivé dans la santé il y a 8 mois, c'est vrai, on se connaissait avant. Moi, j'avais deux questions. Premièrement, un petit rapport d'étonnement, parce que est-ce que innover, c'est facile? Est-ce que passer à l'échelle, c'est facile, premièrement? Et après ce rapport d'étonnement que tu nous donnes selon toi, avec ta vision extérieure, les forces et les faiblesses du monde de la santé, et on verra dans un deuxième temps où on voudra aller. On va commencer par le constat, dans un premier temps, si tu veux bien. Pas simple, même si j'ai eu la chance d'avoir 8 mois, mais avec une période qu'on a tous vécue, qui continue encore, parce qu'on parle des fois du passé pour la crise Covid, mais malheureusement, on est encore en plein dedans, et là, malheureusement, on voit bien, nous, des chiffres qui remontent des hôpitaux, on est encore en plein dedans. Donc une formation accélérée, avec, au bout de 2 mois, c'était le confinement pour moi, donc c'était sympa avec les équipes. Et heureusement, on a eu un projet où on s'est mis 3 mois, quasiment 3 mois à plein temps pour aider modestement sur le sujet Covid, pour une 12aine d'hôpitaux. Non, le rapport d'étonnement, alors je vais essayer d'être en désaccord avec vous sur un point tout à l'heure, mais je suis quand même beaucoup d'accord avec Dominique. Mais déjà, le fait que c'est pour ça que j'ai un point sur lequel je vais être en désaccord, sur le Let's Data, mais pas sur ce que vous pensez. J'y reviendrai. Les fonctionnaires, les personnes sont fantastiques. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau il y a une envie d'avancer au niveau des établissements, en tout cas ce que nous on a rencontré, donc plutôt les établissements publics, mais la volonté est là. Par contre, l'organisation, elle est complexe. Le circuit de décision, la décentralisation, on est quand même encore sur un système très centralisé Paris, dans le système santé. Il y a des tentatives pour donner plus de moyens en région, mais on n'est pas encore. Moi, je crois en tant que start-upper au rôle du public. Pour la petite anecdote, moi j'ai travaillé pour la French Tech en 2013, donc au tout démarrage. À l'époque, c'était Fleur Pellerin qui signait une lettre de mission. Et donc même côté pur privé, pur écosystème de start-up, heureusement qu'il y a eu des fonctionnaires qui se sont bougés pour faire que le French bashing s'arrête. Et aujourd'hui, la marque commune qu'on porte tous, qui s'appelle la French Tech, elle est née de fonctionnaires. Donc ça montre bien qu'on a besoin de cadres, de support là-dessus. Je vais essayer de faire court parce que je pourrais faire long. Donc sur le rapport d'étonnement, une envie. Par contre, l'organisation est compliquée. Moi, quand je compare à ce que j'ai vécu il y a 10 ans dans les relations entre les grands groupes privés et les startups. C'est-à-dire qu'on est encore à cette phase-là où, côté hospitalier, par exemple, c'est pas encore assez valorisé de faire appel à de l'innovation extérieure.
ou même côté, d'ailleurs je parle hospitalier, mais ça peut être côté CNAM, globalement toutes les grandes instances en santé, il faut faire rentrer cette culture de oui, c'est bien de faire appel à une start-up, pas juste parce que c'est bien pour le pays ou c'est bien pour la start-up, mais c'est bien parce que ça va aider la structure qui achète à être plus efficace, à innover plus rapidement. Et cette culture-là, valoriser l'acheteur, valoriser le payeur, c'est ce qui a mis du temps à s'installer dans le secteur privé, puisque sinon c'était plus rassurant de faire appel à des sociétés de conseil que je nommerai pas. C'est encore un peu ça aujourd'hui dans la santé. Donc il faut travailler culturellement là-dessus. Okay. Et force et faiblesse, tu m'as demandé. Force et faiblesse, parce que du coup, je dirais que le discours est assez policé malgré tout, parce que moi ce que je partage avec toi, c'est que on dit toujours, oui, l'administration, les grandes entreprises, pour bien les connaître, ça peut être compliqué aussi. La difficulté, c'est pas l'apanage de l'administration, je suis d'accord. Mais toi, si tu avais quelques faiblesses à mettre en œuvre dans le secteur de la santé, tu mettrais en avant lesquelles? Alors, encore une fois, j'ai que 8 mois d'historique. Heureusement, la start-up que j'ai rejoint, elle en a 6. Donc, organisationnel, je vous l'ai dit, circuit de décision. Et là, c'est plus global que juste le secteur santé. Hein, c'est la commande publique. Enfin, c'est le mécanisme même de la commande publique est fait pour favoriser les gros, pas les jeunes innovants. Enfin, là, donc, il y a des sujets en national pour essayer de faire avancer ça, pour donner plus de flexibilité, plus de lecture aussi. Enfin, quand vous commencez à faire, je ne sais pas combien parmi vous ont essayé de répondre à des appels d'offres, vous pensez que vous êtes complètement dedans, en fait les dés sont pipés. Enfin, il y a quand même une petite... On parle des fois de mafia dans la santé. Hein. Enfin, il y a voilà. Mais en tout cas, dans ce secteur-là, puisqu'on en parle, il y a des fois des décisions qui se prennent sans qu'on comprenne trop pourquoi. Donc les jeux ne se font pas à armes égales. Donc ça, c'est un point. Je vous ai dit, il faut donner plus de moyens pour qu'il y ait les expérimentations et la mise à l'échelle. C'est-à-dire que si je vais être... donc j'ai 2 points de faiblesse que je vais évoquer. Sur une offre pôle santé, que nous, avec lesquels on échange, on a envie de rentrer, mais ce n'est pas juste pour faire l'expérimentation. Il faut que ce soit un guichet pour que ça vienne déployer, pour que ça vienne aider l'établissement à améliorer son organisation et pour être très clair que le CHU, je le prends parce que vous êtes là, hein, soit acheteur d'une solution, pas juste terre d'expérimentation. Sinon, on n'ira pas assez loin là-dessus. Et c'était encore une fois ce qui se passait dans les corporates il y a 10 ans. Et puis une vision peut-être sur le Health Data Hub, pour finir là-dessus. Moi, j'ai aucun problème avec Microsoft, si Microsoft s'est agréé. Et si, en plus, c'est quand même un acteur historique à qui on peut faire confiance, je pense, sur toute une partie. Mais s'ils ont l'agrément qui a permis de répondre pour le Health Data Hub, très bien. Par contre, la vision du Health Data Hub, c'est une mise à disposition des données pour la recherche. Et c'est très bien, mais c'est pour la recherche. Moi, je demande où est l'équivalent du Health Data Hub pour la mise en place de nouveaux services portés par des privés dans un cadre éthique et souverain, mais où on accepte que des nouveaux services puissent être créés grâce à l'usage de la donnée et pas juste pour des missions de recherche. Et globalement, le Health Data Hub, c'est quand même recherche. Je vais laisser Dominique rebondir parce que évidemment le Health Data Hub se met en place progressivement et on en parle beaucoup et c'est très bien. Aujourd'hui, il y a toute une partie recherche en effet, mais l'objectif c'est de mettre à disposition quand même des Français des jeux de données de manière à ce que les industriels puissent travailler. Dominique, tu peux nous en dire quelques mots supplémentaires? En fait, il y a 2 sujets à ne pas confondre. Donc, il y a le Health Data Hub qui est une plateforme de données pseudonymisée à des fins de travail avec des agréments dans un cadre sécurisé, etc., pour l'innovation et la recherche, pour imaginer des algos d'intelligence artificielle, faire des croisements de données, etc., etc. Et le deuxième et là-dessus, il y a des appels à projets avec des consortiums qui ont gagné avec des startups d'ailleurs intégrés dans les appels à projets. Mais l'autre sujet, à mon avis, qui est beaucoup plus massif pour les startups, c'est l'espace numérique de santé, parce que ça sera quoi l'espace numérique de santé? Ça sera un coffre-fort numérique pour chaque citoyen français, quelques briques techniques de base pour faire de l'interopérabilité, donc une messagerie, un calendrier en gros, et un coffre-fort numérique, et tout le reste c'est un store d'applications ouvert aux startups. C'est-à-dire et donc il y a un appel à projet qui sort d'ailleurs en novembre pour on va dire les 10-15 premières qui vont sortir dans le store de l'espace numérique de santé, ça sera quasiment que des startups. Et donc là, en fait, il y a mise à disposition, mais sous le consentement du citoyen, de ces données de santé pour pouvoir
pour que d'autres services numériques de santé labellisés par l'État d'un point de vue éthique puissent bénéficier de ces données pour créer des services à valeur ajoutée. Donc pour moi, le gros sujet, il va se situer plutôt sur la donnée nominative que sur la donnée anonymisée. Et c'est là-dessus qu'il faut imaginer en fait les services du futur. Moi, je pense vraiment, si on est start-upper aujourd'hui, le gros axe, c'est ça. Puisqu'en fait, c'est une nouvelle logique de l'État qui dit on est État plateforme et on accueille des start-up dans un store. C'est jamais arrivé, cette vision-là. Pour moi, c'est là-dessus que vous devez bosser. On va passer la parole à Jean-Christophe. Jean-Christophe, tu l'as dit, tu es le directeur général de e-santé Occitanie. Toi, tu es à la croisée de la partie territoire Occitanie, dont je rappelle qu'il y a quand même 3 CHU. Donc Nicolas est là, il nous fait l'amitié d'être là et de représenter tout le service public, mais le CHU de Toulouse ne peut pas tout faire tout seul, bien sûr. Il y a des collègues sur le territoire aussi, et je pense qu'il faut les saluer. Jean-Christophe, toi, pour, entre guillemets, faire que les choses avancent, tu as réussi à créer un écosystème entre justement les entreprises et toute cette partie administrative, ce besoin. Moi, je voudrais que tu nous dises quelles sont, selon toi, les choses qui ont avancé dans la région et ce que tu as mis en œuvre concrètement depuis que tu es arrivé. Et on reviendra dans un deuxième temps sur la feuille de route. Mais moi, j'avais envie de te poser la question directement. On est une entreprise dans la région. On est complètement paumé sur l'interopérabilité. Comment est-ce qu'on fait ? Merci pour la question, parce que ça permet effectivement de mettre en avant finalement un principe que Dominique a mis en avant sur le fait qu'en région, on a la déclinaison finalement des politiques nationales qui sont déclinées par le biais justement du groupement e-santé Occitanie. Alors, il y a plein d'autres façons d'accéder à ces informations, mais on peut être le bon interlocuteur, le bon échelon dans une logique de subsidiarité où finalement les entreprises peuvent nous contacter pour éclairer certains questionnements, certaines routes qu'ils souhaiteraient emprunter. Dans le très concret, ce que l'on a réalisé effectivement, c'est de définir d'un cadre d'interopérabilité. Le cadre d'interopérabilité, pour être encore une fois très précis, c'est de définir finalement comment les applications vont discuter entre elles, quelles sont les normes à utiliser, quels sont les standards à mettre en œuvre dans les applications. On en a fait la promotion, basée bien sûr sur un cadre d'urbanisme qui a été défini au national. Et cette promotion a permis finalement à certains entrepreneurs, start-upers, que de développer finalement leurs outils en intégrant dans le code directement l'accès au DMP, l'utilisation de la messagerie sécurisée ou l'accès à des données de référence que peuvent être le répertoire opérationnel des ressources, c'est-à-dire la définition de l'offre de soins en région. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'on est start-upper, on souhaite intégrer le paysage de la santé française. Effectivement, si on fait des développements en mode bulle sans être ouvert à ce qui est en train d'être défini dans la dynamique qui a été présentée autour de Ma Santé 2022, effectivement, on peut passer à côté d'une interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de communiquer, de partager de l'information, de la mutualiser. Et tout l'enjeu, il est là. En fait, l'enjeu, on tourne autour, mais c'est ça, c'est qu'on arrive à bosser ensemble. Le constat, il est là. C'est que finalement, si on avait fait ça il y a 15 ans, la crise Covid, on l'aurait peut-être finalement vécu différemment. Là, on la vit comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on arrive à travailler ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble avec l'énergie des start-upers, avec finalement les décisions qui peuvent être prises au national, et nous, après, en région, pour décliner, accompagner les professionnels. Et aussi pour rebondir peut-être sur les propos qui ont été échangés entre Cédric et Dominique, c'est que Dominique met en avant le NS, qui est effectivement la réponse pour les start-upers d'un modèle B2C. On met à disposition vers l'utilisateur final, qui est le patient. L'autre modèle parallèle, c'est le B2B. C'est finalement la capacité des professionnels, des start-upers, que de proposer des offres aux professionnels qui vont prendre en charge le B2B2C, le patient. Et là, il y a aussi effectivement dans Ma Santé 2022 un pendant qui me paraît aussi tout aussi important, qui est celui du bouquet de services pro, qui permet justement là aussi de proposer non pas des applications aux patients, mais aux professionnels. Et là, on est dans un cadrage actuel où justement les régions, et c'est là où les régions peuvent être acteurs et pas attendre simplement que la parole divine descende de Paris, c'est que là on peut aussi prendre l'initiative que de proposer des modèles pour réfléchir différemment
à la diffusion d'applications pour les professionnels. On a l'année dernière travaillé sur un cadre de référencement qui avait animé une partie des professionnels de la région et même surtout au niveau national. Le cadre de référencement, c'était des règles, donc un corpus d'exigences qui définit comment on peut publier, diffuser les applications parce qu'elles sont sur éthique, elles sont sécurité, elles sont RGPD, elles sont réglementaires et bien sûr elles sont interopérables. Donc il y avait aussi un champ technique. Et ce cadre de référencement qui maintenant est intégré au niveau d'une agence, l'ANS au national, et ce cadre de référencement, c'est la pierre angulaire finalement qui permet de dire des applications que vous êtes capable de fournir, capable de développer. Nous, on peut vous accompagner pour être sûr que vous soyez bien interopérable, bien sûr vous respectiez un cadre éthique, bien sûr vous êtes dans un cadre qui permettra finalement à l'État, dans son rôle, que de diffuser les applications pour les professionnels de la région. Ok, très clair, merci beaucoup. Yann, c'est à vous. Une question concrète aussi, vous accompagnez toute l'année un certain nombre d'entreprises pour les amener jusqu'au marché. Pour vous, leur principale difficulté, leur principal besoin, c'est quoi? Elles attendraient quoi? Et vous avez en face de vous des gens qui pourraient permettre de tester, d'être terrain de test de solutions. Vous avez en face de vous e-Santé Occitanie qui met le cadre d'interopérabilité, on en a parlé. Dominique, je ne le cite même pas. Vous nous diriez quoi? Alors, c'est vrai que le constat que j'entends est tout à fait juste. Nous aussi, les sociétés que l'on voit, alors ce n'est pas que des startups, on peut voir aussi des PME, des laboratoires. Ce que l'on voit aussi aujourd'hui et depuis le Covid, c'est des structures, des sociétés qui ont besoin de faire un pivot, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout, par exemple, dans le domaine de la santé. Ils ont une technologie qui peut être numérique et autre et qui ont besoin, pour des raisons évidentes de survie, de venir sur le domaine de la santé. Et là, ils ont tout à apprendre. Et c'est vrai que ce qu'on voit là depuis maintenant quelques mois qui se met en place, les instances qui sont publiques et qui aident vont être des facilitateurs là-dessus. Il y a aussi tout ce qui va être pôle de compétitivité. Donc là, sur la région, par exemple, on a Eurobiomède qui fait aussi ce type de travail, de mise en relation, de fonctionnement. Et c'est vrai que sur l'Occitanie, on a du coup vraiment un écosystème qui est très dynamique. Nous, on ne travaille pas qu'avec des sociétés dans la région. On essaye de faire venir d'autres structures. Là, par exemple, on va accompagner une structure qui est sur Strasbourg parce que l'écosystème local est aussi intéressant. Et par contre, une des difficultés que l'on a encore, c'est on va dire un peu la lenteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un besoin d'aller rapidement sur le marché et qu'en fonction des choix, on va dire, de l'entreprise, ça peut prendre vraiment très, très longtemps. Le Covid a été une sorte d'accélérateur pour certaines choses. Donc ça, c'est plutôt très positif. Maintenant, cette accélération dans le domaine de la santé, elle reste toujours très compliquée. Donc en effet, il faut des normes, il faut de l'éthique. Mais aujourd'hui, quand vous voyez en fait pour les certifications, le temps nécessaire, les engorgements qu'il peut y avoir sur les organismes certificateurs, etc., c'est une vraie problématique. On est en train en fait là d'engager des tas de structures, on va dire, dans ce domaine-là, et on n'est pas sûr qu'elles pourront avoir les marquages à temps, on va dire, en fonction de leur trésorerie. Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Ce que l'on voit aussi, nous, et qui est... Alors, moi, c'est vrai que je n'ai pas que 8 mois dans le domaine de la santé. J'ai créé ma première société dans la santé, j'avais 23 ans. Alors, vous voyez, je suis un peu âgé. À l'époque, ce n'était pas encore la mode. C'est-à-dire qu'on n'avait pas raté sa vie si on n'avait pas fait une start-up avant 30 ans. Donc, c'était très compliqué. La seule façon que j'ai eue à l'époque de trouver de l'argent, c'était de l'argent familial. Vous alliez voir une banque à 23 ans, c'était à la sortie de vos études, c'était impossible d'avoir du financement. Aujourd'hui, à l'inverse, je vois des startups qui lèvent des fonds, qui n'ont aucun modèle économique, qui ne vivent que sur des aides publiques, et sur lequel, quand on est en train de travailler avec eux sur mais qui va payer et est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont prêts à payer, etc., on voit que c'est une catastrophe. Donc ça, c'est vrai que je crois qu'il y a une remarque qui a été faite, qui était de dire des tas d'expérimentation, c'est bien, mais derrière, il faut quand même s'assurer que ça puisse continuer. Et aujourd'hui, c'est une des difficultés, c'est-à-dire que vous avez des structures qui travaillent par ce mode-là, à avoir une subvention à droite, une subvention à gauche. On fait des tas d'expérimentations, mais les produits ou les solutions ne restent pas, elles ne sont pas pérennes. On voit aussi des multiplications d'un même test dans des régions très différentes, et qui va faire que, au lieu d'avoir un argent public qui est concentré, focalisé pour régler une problématique, on va avoir de l'argent qui est dépensé, certes, de façon intéressante, mais qui ne va pas être forcément optimisé
pour avoir des résultats. Et aujourd'hui, nous, on a plein de sociétés qui viennent et nous disent, ah ben voilà, moi j'ai été lauréat de telle chose, j'ai une solution qui est unique, et on leur montre leurs 10 concurrents, parce que ça a déjà été testé ailleurs. Leur solution est aussi bonne, mais je me dis, attention, là c'est quand même dommage. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui sont à faire en aidant ces structures à mieux orienter peut-être leur recherche ou leurs innovations. Et là, c'est vrai que si on a des guides qui sont un peu plus, je dirais, carrés au niveau étatique, régional et autres, ça peut peut-être aider à sortir de futurs champions de demain, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette difficulté. Autre difficulté que nous, on voit aujourd'hui, c'est que toutes les innovations qui viennent nous voir sont technologiques. Or, on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir des innovations en fait, d'organisation, de fonctionnement. Et là, on n'a aujourd'hui pas de projet. Quand moi, je regarde les autres marchés, les grosses innovations d'un Blablacar, d'un Uber, d'un Airbnb, ce sont d'abord de l'organisation. Et ça, aujourd'hui, on n'en voit pas pour l'instant dans le domaine de la santé. Alors peut-être qu'ils ne sont pas encore venus nous voir. Dans ce cas-là, ce sera l'occasion qu'ils nous connaissent. Mais pour l'instant, voilà, c'est des innovations technologiques, certes, mais pas en fait d'autres types d'innovations. Je pense que, alors moi, je vous rejoins complètement sur le fait que une entreprise, elle doit vivre avec du chiffre d'affaires à un moment donné, et que si le chiffre d'affaires ne rentre pas à partir d'un temps qui est à déterminer, ça veut dire que soit il y a un problème de marché, soit il y a un problème de produit. Et ça, c'est vrai qu'il me semble que l'important, c'est de pouvoir proposer aux entreprises un diagnostic assez rapide, aussi bien sur la technologie que sur la partie marquage, parce que vous parlez à juste titre du marquage dispositif médical. Je reposerai la question tout à l'heure à Dominique, parce qu'il a des réponses très concrètes sur ça. On va pouvoir travailler au niveau national à différents niveaux, parce que c'est clair que quand on voit aujourd'hui la problématique du marquage dispositif médical, avec les temps d'attente pour entrer dans le circuit, c'est sûr qu'une entreprise, si elle n'a pas 18 mois de trésorerie pour aller jusqu'au marquage, elle est morte. Et là, pour le coup, ce n'est pas parce que son produit est foncièrement mauvais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est structuré de cette façon-là. Alors, j'ai Marie-Laure par téléphone, comme ça je vais pouvoir lui poser une question. Là, j'imagine qu'elle m'entend, on a retrouvé la voix. Donc Marie-Laure, moi je voulais vous demander, vous aussi pendant le Covid, vos solutions ont été très utiles. Il y a eu une période pendant le Covid, vous en avez pensé quoi? Vous avez déployé quoi? Post-Covid, vous avez envie de nous dire quoi? Parce que moi je répète un peu toujours, on a besoin des structures publiques, mais aussi des structures comme les mutuelles, de manière à ce que les solutions qu'on a pu déployer pendant la crise Covid, si elles sont bonnes, elles soient pérennes. Et pour ça, je pense qu'il faut aider les entreprises. Donc Marie-Laure, c'est à vous. Ah, alors là, pour le coup, on va essayer de vous mettre en... Je coupe le micro. Ah, il faut que vous activiez votre micro, pardon. Pour que tout le monde vous entende. Sinon, il n'y a que moi. Voilà, bonjour et désolé pour les problèmes techniques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise pour les activités de télémédecine? C'est que d'un coup, on a eu des usages qui ont explosé. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on parle d'innovation, on a parlé beaucoup de modèles économiques, mais ce qui est important, c'est d'avoir de l'usage et de répondre à un besoin. Et donc, malheureusement, je dirais, il a fallu attendre une crise sanitaire de grande ampleur pour qu'on puisse bénéficier des usages de la télémédecine, puisque le cadre d'exercice était quand même extrêmement serré avant le mois de mars en France. Ce que ça a permis aussi pour nous, c'est d'avoir des collaborations formidables avec les pouvoirs publics, avec des instituts de recherche. Et ça a été un moment formidable qui nous a permis, en toute confiance, de développer très rapidement des solutions. Par exemple, chez MedDocteurs, dès les premières semaines de mars, on a pu collaborer avec l'Institut Pasteur pour remonter des données pour comprendre cette maladie. D'habitude, ce genre de collaboration, ça prend énormément de temps. Et là, on a pu très rapidement mettre en place les choses avec des pouvoirs publics mobilisés, une CNIL qui répond très rapidement. Et donc, c'est des nouveaux modes de collaboration entre les acteurs qui ont pu être possibles. Et ça, c'est formidable et il ne faut pas revenir en arrière. Et ça, c'est une vraie demande pour aujourd'hui. Il y a un autre sujet qui a émergé très fortement aussi depuis le mois de mars, c'est la télésanté.
c'est des sujets sur lesquels il y a des offres depuis un moment, mais là, on commence à se rendre compte qu'on pourrait utiliser plus majoritairement la télésanté et pas simplement la téléconsultation entre un médecin et un patient pour coordonner le parcours de soins. Et donc, ça me fait appel, je partage complètement tout ce qui a été dit sur les forces et les faiblesses. Je salue et on contribue activement à l'accélération du virage numérique de Ma Santé 2022 avec des acteurs de très grande qualité, effectivement. En revanche, il y a quelque chose dont on a parlé, c'est l'innovation organisationnelle également. Un des intervenants déplorait qu'il n'y ait pas d'innovation organisationnelle présentée. Je ne partage pas tout à fait ce sujet. Sur les innovations organisationnelles dans les parcours de soins, il existe l'article 51 qui est un cadre défini pour permettre d'analyser des innovations organisationnelles en santé. Et donc, ce cadre, il est intéressant puisqu'il permet de tester ensemble des innovations. Malheureusement, si je puis me permettre, je crois qu'il y a un problème de méthode aujourd'hui sur c'est quoi l'innovation et comment on la porte, puisque avant de pouvoir avoir accès à cet article 51, qui est censé être un cadre qui nous aide collectivement à tester des choses, bien souvent, les sujets qui sont retenus sont des sujets qui font déjà consensus. Donc, il y a un premier sujet qui est qu'est-ce qu'on met dans le cadre de l'innovation? Est-ce qu'on met que des sujets qui sont déjà consensuels ou est-ce qu'on s'autorise à faire un pas de côté et un pas plus loin? Et le deuxième sujet qui me préoccupe moi beaucoup aussi en tant que start-upper, c'est comment on passe à l'échelle. Et effectivement, on multiplie des petits sujets d'innovation qui sont souvent bien matures déjà, mais on n'organise pas les conditions d'un déploiement pérenne. Et ça, c'est compliqué à gérer et c'est en ça que l'innovation en santé est compliquée. C'est pas compliqué d'avoir des idées, c'est pas compliqué d'amorcer des choses. On a beaucoup de soutien et d'écho aujourd'hui, mais en revanche, le passage à l'échelle et l'installation dans le droit commun, ça, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il me semble qu'en France, la culture de l'innovation, elle n'est pas très bien partagée. Là, vos propositions, du coup, c'est quoi pour faire avancer les choses dans ce domaine? Les propositions, c'est qu'on continue à travailler ensemble comme on l'a fait pendant la crise. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'on a tissé des relations de confiance. Il y a un certain nombre de cadres qui permettent de mettre tout le monde dans la même dynamique et dans les mêmes objectifs. Et donc, moi, la première chose que je demande, c'est arrêtons d'avoir un consensus sur un sujet pour l'expérimenter. Ça, c'est la première chose. Ne revenons pas en arrière là-dessus. Continuons à avancer. Le deuxième sujet, c'est effectivement cette question de filière de e-santé en France. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup d'argent qui est injecté également. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est comment on passe de la start-up avec une bonne idée, avec des expérimentations, à créer une filière d'industriels. Et ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas que lié au domaine de la santé, qui est un sujet majeur. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas forcément d'accompagnement sur ces sujets-là en tant qu'entreprise en pleine croissance. Alors ça, c'est une très, très bonne remarque. Avant de revenir au CHU de Toulouse avec Nicolas, par rapport à cette création de filière, je te redonne la parole 2 minutes, Dominique, parce qu'il y a un groupe de travail qui avance très vite au niveau de la délégation du numérique en santé, qui dit en France, on a des pôles d'excellence comme l'aéronautique par exemple, mais comme la cuisine aussi. Et comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça de manière à créer une filière pour qu'on ait un accompagnement? Et je pense que Genus va aussi beaucoup nous aider dans ce domaine. En termes de filière, Dominique, tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? Moi, je suis d'accord avec le constat. Oui. C'est qu'on voit qu'on est encore un peu des débutants quoi, en matière de passage à l'échelle, de stratégie d'innovation, de création de filières. Clairement, il y a un vrai sujet. Mais moi, il me semble que
le premier pas, c'était déjà qu'on se mette d'accord pour fonctionner de la même façon. C'est pour ça que Ma Santé 2022 dit on urbanise, on crée des outils numériques qui ont une certaine cohérence entre eux pour qu'en fait, il y ait des valeurs ajoutées croisées. Ça, c'était le premier point qui est une condition nécessaire à la création d'une filière industrielle. Le deuxième point, c'est de l'argent, clairement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'argent qui est déployé, c'est de l'argent, 2 milliards dans le Ségur pour le numérique, c'est de l'argent d'investissement. Le modèle idéal, ça serait du financement à l'usage. C'est ça, en fait, qui pourrait créer une vraie brèche et qui pourrait créer une visibilité sur des business plans. Et donc, trier entre les projets qui n'ont pas, en fait, de valeur ajoutée métier et ceux qui en ont. Ça, il me semble que c'est en train de bouger parce que le simple fait qu'avec le Covid, le numérique en santé a été mis un peu sur le devant de la scène fait que même au niveau de Bercy, il va y avoir dans le futur plan d'investissement d'avenir tout un budget consacré à la e-santé en plus du Ségur. On va répondre au niveau du gouvernement français à un appel d'offres européen justement pour l'aide à la création de filières en e-santé. Donc on sent que les moyens y sont. Le dernier sujet, il me semble, et qui n'est pas encore totalement mûr, ça c'est clair, c'est imaginer en fait comment on pourrait basculer dans un modèle un peu comme le remboursement des médicaments, des dispositifs médicaux, etc. Il y a une petite brèche, exemples. Voilà, avec MoveCare, qui est quand même pour moi une espèce de jurisprudence assez fantastique. Exactement. Où en peu de temps, il a été acté, donc on a mis tout le monde autour de la table, haute autorité de santé, voilà, etc. Pour dire on rembourse la valeur du service médical rendu d'un dispositif médical et d'une application médicale. Dès lors qu'on arrivera à basculer de cette culture d'investissement à une culture de financement sur l'usage, là, les filières vont se créer beaucoup plus naturellement. Donc, il y a un groupe de travail qui est constitué là-dessus qu'avec des industriels et des gens du métier. Et nous, on est en support, en fait, à nouveau des gens de terrain pour suivre, en fait, leurs préconisations en la matière. Nicolas, une autre question. En fait, on voit que les industriels de toute taille, ils ont besoin de ces terrains d'expérimentation que sont les CHU, mais également les mutuelles, et puis d'autres gros organismes français qui ont des moyens, qui ont sous la main des personnes qui ont des besoins, qui ont des utilisateurs. La feuille de route du CHU de Toulouse concernant l'innovation pour les mois, les années à venir, c'est quoi en termes d'expérimentation? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui ont bien fonctionné? Je sais qu'Innovpol travaille beaucoup dans ces domaines et est en train de faire matcher des besoins de l'hôpital avec des recherches d'industriels dans l'écosystème. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de plus? Oui, pour aller plus loin, c'est effectivement cela. Alors avec les difficultés que vous évoquiez, c'est-à-dire que le CHU, Innovpol, dans sa dimension de mise en relation, n'est pas la dimension de mise à l'échelle et peut manquer des étapes, mais je pense qu'il faut avoir ce constat que c'est un bon point de départ, que c'est une structuration qui est quand même innovante, ce qui a été fait là, et qui va dans le sens de ce qui a été dit. Alors, en termes de terrain d'expression, effectivement, dans un CHU, plus particulièrement, c'est un vrai terrain d'expression sur lequel on a des tas d'innovations, des idées. La recherche en est un des facteurs démultipliants, et il faut qu'on les canalise. Donc, on a une feuille de route à tenir autour d'expérimentations qui ont de la valeur ajoutée ou qui peuvent donner de la valeur ajoutée. Et là-dessus, on a des expérimentations telles que, je prends le dernier qu'on a dans l'Innovpol, qui est un bracelet pour les patients, les jeunes patients qui sont atteints de maladies chroniques rares, très rares, et qui permettent d'avoir une détection à l'entrée pour une orientation plus facile aux urgences et d'être plus facilement orienté. Ça, c'est un cas d'usage. On est en observation et on est en dialogue là avec l'industriel pour faciliter l'observation. Au-delà de ça, ce qu'on a aussi, nous, à faire en tant qu'établissement de santé, c'est notre rôle, c'est de sécuriser. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, parce que vraiment, c'est d'innovation, on en a partout. La recherche est un facteur démultipliant de petites idées numériques, notamment, qu'il faut canaliser. Et on a besoin de ce cadre aussi régional, de ce cadre national, de préserver l'éthique. Cette dimension éthique, elle est ô combien prégnante, cette dimension. Et j'allais y venir. Et la sécurité, c'est des facteurs primordiaux. C'est pour ça que là, il y a une interaction forte avec le monde des DSI qui est plus technique et le monde de l'innovation qui est plus dans le champ des recherches ou des dimensions médicales. Et on a aussi un point qui me paraît
hyper important, c'est la souveraineté des données. Cette souveraineté des données, elle est primordiale. Il faut vraiment qu'on ait l'intelligence d'amener au tissu industriel cette nécessité de sécurité, cette nécessité de gouvernance des données, pour qu'il y ait des réponses qui soient structurellement, je dirais, démultipliantes et qui peuvent être diffusées au sein du territoire. Donc en termes de feuille de route, très clairement, c'est un tas de recherche d'innovation, de prédiction, d'IA, d'orientation, quand même très lié là, ces dernières semaines par rapport à la crise Covid, mais pas que. Moi, ce qui me frappe aussi dans le sens positif, c'est qu'avec la cellule e-santé que vous avez mis en place au CHU de Toulouse, je sais qu'elle discute aussi avec les autres CHU, et ça, c'est quand même relativement nouveau, parce que malgré tout, ça peut être un monde un peu cloisonné. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté de coordination au niveau d'une région. Et ça, moi, ça me frappe et je trouve que c'est positif. Non, on est complètement d'accord. Là, on est dans ce que je disais tout à l'heure, deux structures, l'Innovpol, qui est vraiment maintenant à la recherche et à la dimension d'innovation. Et puis, l'unité médicale transverse de télésanté, son petit nom, UMTT, qui est vraiment là, le facteur de diffusion de la e-santé à l'intérieur des établissements de santé, à une volonté de dimension régionale. Et on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas dans l'usage technique, là. On est dans les organisations. Comment on va pouvoir améliorer le parcours? Quelle offre de soins on va faire avec cette dimension de télésanté qui se démultiplie et qui permet une approche vraiment différente du parcours de soins du patient, et voire même quand on est dans une dimension qui sort un peu du patient et qui est dans je dirais l'usager ou le citoyen, qui est la prévention. Et donc c'est toute cette dimension qui est en train de se préparer au sein du MTT. Donc on sort un peu de l'innovation pour aller vers un cadre plus de prise en soin et à trouver des réponses. Là aussi, on peut le dire parce que c'est utile, cette unité permet d'assurer la pertinence des solutions. C'est-à-dire que, malheureusement, vous le dites, des solutions, on en a plein. Il faut qu'on ait aussi, dans notre établissement, une structuration de réponse. Et cette unité va permettre et permet de structurer et d'homogénéiser les réponses pour ne pas non plus être dans un délire d'archipélisation de solutions, et d'assurer à ceux qui nous feront confiance, à ceux à qui on fait confiance, un déploiement pérenne dans l'offre technologique. Cédric, tu voulais rebondir, après je te redonnerai la parole tout de suite après sur les datas, vas-y. Rapidement sur 2-3 points. Un point qui n'a pas été trop évoqué, que je trouve extrêmement positif dans cet écosystème, et d'où viennent les innovations, et où là, il n'y a pas peut-être ces 10 ans de retard que je disais tout à l'heure, c'est le fait que des innovations qui démarrent du secteur santé, en l'occurrence hospitalier, vous avez compris mon biais hospitalo-centré, déjà je ne connais pas grand-chose de la santé, mais non, je connais que l'hôpital, mais que des médecins, des chercheurs vont être amenés à créer leur structure et donc à faire sortir cette innovation pour dire, donc c'est ce qu'on cherche à faire dans la deep tech, on cherche à ce que les innovations sortent des labos, donc on a TTT à Toulouse, Toulouse Tech Transfer, donc le CNRS Innovation, et ça c'est extrêmement intéressant de voir des médecins qui portent des innovations, ensuite s'associent avec l'extérieur, donc ils ne peuvent pas avoir plus de 25% départ, etc., peu importe, mais toujours est-il qu'il y a de l'innovation qui sort, et souvent parce que les médecins ont accès à de l'expertise, à de la donnée, ils peuvent entraîner des modèles en local et ensuite peuvent déployer ce qu'on appelle l'école, donc c'est les Key Opinion Leaders. Vous avez l'exemple professeur Réna au CHU Toulouse, Montpellier, il y a aussi des exemples, donc ça commence à sortir, ou une start-up qui s'appelle Sonio à Paris qui, au niveau des échographistes, en fait, est associée à une équipe de l'hôpital Necker et qui, du coup, voilà, l'innovation vient de là. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et je voulais revenir aussi sur un des challenges, on parlait de structure, c'est créer le cadre d'interaction avec l'hôpital, ne serait-ce que le sujet entrepôt de données de santé qui est crucial quand vous voulez vous connecter à un hôpital pour lui proposer une aide organisationnelle, par exemple. Il y en a qui l'ont créé en propre, il y en a qui font appel à des solutions, il y en a d'autres qui n'en ont pas encore. Faut bien vous rendre compte, nous, pour venir nous connecter avec un projet gratuit sur lequel on avait un peu d'historique, donc heureusement on pouvait montrer patte blanche, HDS, etc., pour faire un suivi de l'activité Covid. Donc on oublie tout le côté financier. La contrainte numéro 1, c'était
Ah oui, mais là, moi j'ai besoin de votre service. Par contre, il faut que je mette quelqu'un quasiment à temps plein pour vous faire les exports de données parce qu'en fait, mon système, il est pas prêt. Donc, il y a besoin là de ramener, et c'est ce que vous disiez aussi sur le plan d'investissement, hein, il y a besoin de ramener énormément d'argent pour préparer cette infrastructure côté hospitalière. Et en plus, si on rêve du parcours de soins, nous, notre sujet, c'est ça. Hein, parcours de soins à l'intérieur de l'hôpital, c'est très bien. Ville-hôpital, c'est encore mieux. Mais donc là, il faut être capable de se connecter et de voir ce circuit-là pour venir en tant qu'acteur extérieur et dire, regardez, au niveau organisationnel du parcours, voilà comment je me connecte à vous. Et c'est là où je pousse, moi, pour qu'il y ait beaucoup d'investissement par chez vous. Ok, il nous reste 10 minutes, donc du coup, on va passer la parole à Jean-Christophe pour répondre, mais également aussi pour qu'il nous parle de la feuille de route du grade Occitanie, puisque je sais qu'il y a plein de choses en préparation avec les industriels, donc à toi de nous donner ton avis sur ces sujets-là. Ouais, moi, j'ai bien envie de rebondir là-dessus parce que moi, j'ai eu la chance de faire moitié privé, moitié public. Donc, je suis pas un fonctionnaire, je suis un fonctionnaire de 10-12 ans, on va dire. Et en fait, j'ai eu le même constat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque été dans la santé parce qu'entre guillemets, c'était facile. Alors, c'est pas très sympa de dire ça, mais parce qu'on avait des systèmes d'information qui dataient de Mathusalem et qui avaient effectivement finalement une carence dans la culture de l'IT dans ces environnements. Et effectivement, le constat que vous faites avec un œil neuf dans ce monde-là, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer à grands pas. On a eu quand même la chance d'avoir les gouvernements successifs qui ont mis sur la table quand même différents plans. Hôpital 2020, hôpital numérique maintenant. Donc il y a quand même un accompagnement qui est fait justement pour faire progresser l'ensemble de systèmes d'information, pour justement après derrière pouvoir aller chercher, forer de la donnée et plugger des applicatifs. Après, sur le sujet de l'IT, de l'informatique au sens large, je pense que c'est un leurre parce qu'au final, c'est juste un levier, ces outils informatiques. Le cœur de l'histoire, c'est bien l'organisation. Et donc, au sein du groupement e-santé Occitanie, on a des paramédicaux, on a des médecins qui sont là justement pour accompagner les professionnels dans la mise en place d'une organisation qui pourra accepter un outil informatique comme un levier finalement de transformation. C'est le côté métier. Et ce côté métier, en fait, si on prend un exemple, par exemple, dans les EHPAD, on parlait des EHPAD tout à l'heure, on a une démarche qui s'appelle Pastel, et cette démarche, elle vise à accompagner effectivement les EHPAD à s'organiser autour de la téléconsultation entre finalement un patient et un spécialiste qui est en hôpital et qui évite justement de déplacer le patient. Donc ça, c'est des démarches qui s'appuient sur un outil numérique dans le quotidien. Et c'est ça l'essence de l'histoire. Donc, le focus sur l'IT au sens propre, bon, très bien, mais il faut effectivement qu'on travaille plus sur les organisations dans un contexte où l'IT est en train de prendre finalement une place en 2020 qui est la sienne, quoi. Ok, merci pour ces remarques. On a peut-être une remarque Oui, une remarque, c'est que par exemple, aujourd'hui, on accompagne énormément de projets dans la silver economy, puisque c'est vrai que ça fait, dans le domaine de la santé, on sera de plus en plus nombreux à être des seniors, on va dire. Et c'est vrai que là, le numérique se heurte quand même encore à aujourd'hui à parfois de l'incompréhension, à du rejet. Parce que quand on est obligé de faire une visioconférence, parce qu'on ne peut plus aller chez le médecin, on est obligé de le faire, mais de façon naturelle. C'est vrai que beaucoup de gens disent que le Covid a accéléré. C'est vrai que les cadres réglementaires ont évolué grâce à ça. Mais je pense qu'il y avait quand même un vrai frein de praticiens de santé à dire moi, je préfère voir mes patients, je préfère être sur l'humain, sur le relationnel, etc. Et je pense qu'il y aura encore un travail à faire, et nous, que l'on fait avec les porteurs de projets, à montrer qu'en effet, le numérique, c'est bien que ça, c'est qu'un outil, mais que ça ne doit pas délier, on va dire, les relations humaines qu'ils peuvent avoir et qu'ils l'adaptent. Nous, on voit encore des gens qui arrivent en pensant qu'un senior va facilement, par exemple, télécharger une application et on est obligé de leur dire « attention ». C'est pas que ça. Dernièrement, on a accompagné une entreprise en domotique. C'est pareil. Tout le monde n'a pas le Wi-Fi à la maison et du coup, votre solution doit s'adapter à la population que vous allez faire. Donc, le numérique aura aussi besoin, on va dire, par rapport à la cible première, à une adaptation. Et là, pour l'instant, c'est pas toujours évident parce que quand on est des purs players qui n'ont du numérique, ça paraît évident, mais ça l'est pas toujours. Ça, c'est des préoccupations, bien sûr, de la délégation du numérique
en santé au travers de ces groupes éthiques, et entre autres comment faire que les usages numériques profitent à tout le monde. Et on voit que la fracture numérique, ça existe aussi bien en termes d'équipement que de réseau, mais que de formation, et des deux côtés, des professionnels de santé et des usagers, donc il ne faut pas l'oublier. Avant de passer à la série de questions, on a la chance d'avoir Dominique parmi nous, donc moi j'ai 2 questions à lui poser. Je sais que c'est en plein dans l'actualité, donc qui nous donne quelques informations sur l'outil Convergence que la délégation du numérique en santé met en œuvre là immédiatement, et qui me semble une avancée, mais alors très concrète et majeure. Et là, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le référencement, parce que justement, les industriels ont cette problématique, c'est comment faire que les solutions accèdent au marché, avec des problèmes avec les dispositifs médicaux, par exemple, même si, évidemment, la sécurité l'exige. Et donc, sur ces 2 sujets, j'aimerais bien avoir ton retour, et je poserai des questions encore plus concrètes si c'est nécessaire. Donc pour résumer, en fait, le principe qu'on expose dans notre feuille de route, c'est de dire que c'est l'État qui fixe des règles et les industriels doivent respecter ces règles et se connecter à des socles numériques communs pour que tous les logiciels soient fluides, communiquent les uns avec les autres et qu'on soit dans un cadre éthique bien précis. Le problème, c'est que pour vérifier que tous les industriels de France respectent ça, il faudrait mettre des dizaines de milliers de gens à vérifier, à certifier tous les logiciels, ce qui est impossible. Et on a dit tout à l'heure d'ailleurs que c'était un gros frein à l'innovation. Je crois que c'est madame qui disait ça tout à l'heure. Donc ça fait des espèces de tuyaux d'attente là, pour être certifié, etc. Donc nous, on a pris un chemin opposé en disant on va partir sur une logique de confiance aux industriels. On va leur dire d'auto-remplir en fait un outil qui s'appelle Convergence, qui est une plateforme dans laquelle l'industriel dit et déclare, voilà, moi je suis conforme à ça, je ne suis pas encore conforme, dans ma feuille de route, je vais être conforme à ce socle national à telle date, je l'inscris dans ce qu'on appelle la roadmap là, des éditeurs, leur feuille de route, et à partir de là, nous, on rendra public et transparent ce que les industriels ont déclaré. Donc vous allez me dire, ouais, mais si l'industriel triche, donc nous on fera des contrôles inopinés, à partir du moment où quelqu'un aura rempli, aura triché, là il va prendre cher par contre. Donc la logique, c'est de dire, on fait confiance a priori, vous remplissez, on rend public. Voilà, on rend transparent en fait ce qui se passe pour qu'en fait on crée cette espèce d'énergie à se mettre d'accord sur un principe commun. C'est le plus dur en France en fait, se mettre d'accord sur des principes communs. Là, il y a maintenant pratiquement 290 industriels qui ont signé une charte d'engagement à ça. C'est jamais arrivé en France, c'est-à-dire de s'engager à respecter ça dans un cadre national. L'outil Convergence, il a été rempli par toutes les plateformes régionales françaises. Là, il y a des industriels qui sont en train de le tester, le co-construire avec nous. Et en fin d'année, on commencera à publier le premier panorama de la conformité à la doctrine nationale de toutes les solutions industrielles, des industriels qui auront rempli ça. Et c'est à partir de là qu'on dira on peut vous donner la visibilité nationale en vous publiant dans les grandes plateformes d'État, donc les stores de l'espace numérique de santé pour le citoyen ou le bouquet de services pour les professionnels. Et donc en fait, le passage à l'échelle, il va se passer avec une mise en visibilité nationale des solutions proposées aux médecins, aux professionnels de santé, aux citoyens dans des plateformes d'État. Donc ça, je pense que ça sera aussi de nature, dans la mesure où un éditeur, un industriel, une start-up aura fait l'effort de se rendre conforme à ça, d'avoir automatiquement, tous les Français l'auront dans un store sur leur smartphone, quoi. Donc ça changera la donne en matière de mise à l'échelle, je pense. Alors ça, c'est très important. Je reviens sur l'outil Convergence parce que tu l'as dit rapidement, mais les industriels vont devoir faire la preuve qu'eux. Mais avant que les industriels fassent la preuve, vous avez demandé, aussi bien au GIP qu'au service de l'État, de montrer aussi qu'ils étaient compatibles. Et ça, je trouve très bien parce que, du coup, c'est des deux côtés qu'on est en train de matcher. Et ça, c'est ton credo, c'est de dire qu'il faut faire remonter les choses du terrain. Et là, on voit vraiment que ce besoin, il se concentre à ce niveau-là. Donc ça, moi, je trouve ça très, très intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe à une série de questions où il y avait encore des remarques? Je redonnerai la parole à Marie-Laure tout à l'heure, qui nous écoute. Est-ce que vous avez des questions dans la salle où j'imagine qu'il y a des gens à distance? Monsieur. Bonjour, Emmanuel Alric, société Wikip. Nous sommes des motoristes informatiques et du cloud dédiés aux SMS. Nous déployons d'ailleurs un petit ami ce mois-ci. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Quand même, je suis depuis un certain temps effectivement ce qui se passe. J'avais participé au webinaire qui avait eu lieu sur Une question courte, s'il vous plaît, parce que sinon on n'aura pas le temps. On parle de transition numérique, on parle d'innovation, on parle de financement, on parle d'écosystème, d'interopérabilité. Et tout
ça pour gérer de la donnée, de la data. Alors ça va être de la data médicale, ça va être de la data personnelle, et dans tout ce que j'ai pu entendre depuis un certain temps, je n'ai pas trop entendu parler de RGPD. On parle de sécurisation, quid du RGPD, puisque connaissant très bien les ESMS, je peux vous garantir que beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts au niveau RGPD, ils sont très très loin, et ça peut poser un souci assez rapidement. Donc voilà, quid du RGPD dans le plan de la santé 2020. Dominique. Bon, le RGPD, ça ne se discute pas, on doit le mettre en œuvre, mais c'est clair que dans le secteur médico-social, il y a un énorme retard de manière générale. Dans les ressources humaines, quelquefois, il n'y a même pas un informaticien, il n'y a même pas un serveur qui marche correctement, il n'y a même pas une connexion Internet. Donc le RGPD dans l'acculturation du patron de l'EHPAD, ce n'est pas toujours net. Et en fait, c'est quand même... la volonté du gouvernement de s'attaquer et de vraiment apporter un soutien au secteur du médico-social, c'est majeur. Sur 2 milliards, il y a 600 millions consacrés au numérique dans le médico-social, personnes âgées, personnes handicapées, mais tout le reste du champ médico-social, y compris le domicile, pour repartir de la base. Et c'est quoi la base? Ça va être des ressources compétentes. Dans une EHPAD, ils ne sont pas forcément compétents, le patron de l'EHPAD, pour savoir qu'est-ce que c'est que ce truc du RGPD, quoi. Donc en fait là, on est en train d'injecter en fait des fonds pour créer des collectifs d'acteurs de terrain mutualisés de compétences entre les structures des différents ESMS, ces établissements médico-sociaux, plus en fait tout un plan d'accompagnement qui va transiter par les ARS pour mettre en place les bases en fait dans les établissements médico-sociaux. Donc les ressources humaines, les serveurs, l'infrastructure, une connexion Internet, des postes clients, la culture du numérique et effectivement les règles de sécurité, notamment évidemment en premier lieu le RGPD. Mais en fait, on ne peut pas faire une injonction comme ça en disant respectez le RGPD si les gens ne savent même pas de quoi on parle. Donc là, il fallait vraiment qu'on mette en support et avec des fonds parce que c'est un secteur ultra fragmenté et qui manquait vraiment d'une impulsion étatique pour progresser, quoi. Il ne pouvait pas s'en sortir tout seul sans fonds, je pense. Petit témoignage rapide pour aller dans le sens de ce que vous dites. Aujourd'hui, quand une entreprise veut conclure un marché public avec un hôpital ou déployer une solution, il y a tout un questionnaire très bien fait. C'est assez récent, hein, ça date des 6 derniers mois parce qu'il a fallu que l'hôpital aussi et les structures se mettent en marche sur ces sujets-là. Mais il faut faire la preuve que l'industriel respecte bien les critères de RGPD. On peut commencer par le consentement, par exemple. Il y a plein de questions par rapport à ça. Donc, je sais que le CHU de Toulouse, dans la région, est très moteur sur ces sujets-là. Madame, vous avez une question ? À mon niveau, c'est un sujet que je n'ai pas du tout instruit. Santé animale et outils numériques dans le cas de la santé animale. Je suis assez preneur d'ailleurs d'une discussion avec vous ou savoir si vous pouvez nous faire remonter un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans le champ du Ségur, ça. C'est vraiment la personne humaine, c'est vraiment les soins pour la personne humaine. Donc à ma connaissance, à moins qu'il y ait dans le cadre du plan d'investissement d'avenir quelque chose autour du numérique dans la santé animale, mais à ma connaissance, il n'y a pas de budget ou de fonds consacrés à ce sujet. On a beaucoup parlé de ces sujets-là à un castre au moment de la e-santé, et je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation sur ces sujets-là. Exactement. Exactement. Je vous donne la parole tout de suite après. Monsieur, vous avez une question ? Peut-être Jean-Christophe, ou enfin allez-y, ou peut-être Cédric.
En deux mots, puis je passe la parole à Cédric là-dessus. C'est vrai que en termes d'impulsion régionale, qui vient aussi du national, il y a différents outils qui ont permis d'équiper finalement ces process de gestion de crise. Alors il y a un outil national qui s'appelle Civic qui permet de gérer justement la partie plan blanc ou accident à grande échelle. Et dans la crise Covid, il y a eu là aussi une impulsion régionale sur la mise à disposition d'outils pour faire du télésuivi, l'identification et l'orientation de patients positifs ou diagnostiqués positifs. Donc on a bien eu une numérisation, finalement un accompagnement de ce process d'urgence, finalement de gestion de crise à travers des outils qui ont été déclinés, alors soit effectivement par les services publics que l'on représente en région, soit après par des initiatives qui sont soit à l'échelle d'une clinique d'un CHU ou soit d'autres initiatives. Cédric, un complément de réponse? Oui, rapidement. Nous, donc, on l'a fait, hein, c'est ce qu'on a fait sur Covid-19. C'était un outil de gestion de crise qui s'est arrêté. Là, on l'a remis en place puisque ça a repris. Et ça venait en fait outiller, donner un indicateur aux équipes pluridisciplinaires de l'hôpital qui devaient prendre des décisions, notamment, donc on travaille beaucoup avec Créteil, avec le CHIC, ouverture de nouvelles UF ou pas pour gérer l'afflux. Et donc, ils ont utilisé cet outil en plus de tous les autres indicateurs qu'ils peuvent avoir dans leur prise de décision. Je veux juste profiter de cette question pour, en une phrase, dire un truc que les professionnels ont quand même loué, c'est le fait que au moment de la crise, médecins, cadres administratifs, ingénieurs de santé ont tous travaillé ensemble et c'est ça qui a fait aussi que ça a bien fonctionné, notamment dans les prises de décision, les choix d'outillage qui n'existent pas en période normale. Pardon. Je te coupe parce qu'on me dit que c'est la fin et pour ne pas frustrer la salle, je voudrais prendre une dernière question. Dominique, c'est toi la réponse là. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du numérique en santé. Je dirige une clinique qui appartient à 150 médecins. Donc je suis une sorte de domestique avec 150 patrons médecins qui sont tous des stars internationales, hein, comme les médecins, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une partie incitative, c'est-à-dire il faut, il y a de l'argent qui va être donné pour de l'usage en acceptant que les médecins acceptent de partager la donnée et c'est compliqué. Mais je vais vous dire un autre truc, c'est que je pense qu'il faudra aussi un volet coercitif. Je pense que ça ne suffira pas de dire oui, s'il vous plaît, partagez la donnée avec le citoyen français. Je pense qu'il faudra conditionner des financements. Je pense que dans les hôpitaux, dans les modèles de financement, il faudra dire vous perdez de l'argent si vous n'acceptez plus de partager avec le citoyen français ces données de santé. Donc je pense qu'il faudra avoir un côté carotte, mais aussi un côté bâton. Voilà le fond de ma pensée. Merci beaucoup à tous. Je voudrais conclure en disant qu'on sait que l'Occitanie, on a quelques soucis au niveau de l'aéronautique. J'apprends rien à personne.